Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 28, Harcèlement scolaire, décryptage d'Invisible, la série Disney+. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de la série espagnole Invisible diffusée sur Disney+. Avant d'aller plus loin, je vous préviens tout de suite, cet épisode contient des spoilers. Oui, je vais divulgacher, en bon français, je vais divulgacher l'intrigue pour pouvoir aborder certains thèmes plus en profondeur. Mais pas d'inquiétude, si vous n'avez pas encore vu la série, vous pouvez écouter la première partie où je vous donne mon avis sans trop en révéler. Ensuite, vous pourrez choisir de mettre l'épisode en pause et d'aller regarder la série, et puis de revenir pour écouter la fin de l'épisode. Petit rappel, si vous écoutez régulièrement ce podcast ou que vous le découvrez pour la première fois et qu'il vous fait réfléchir, que vous en appréciez le contenu, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous et mettez des pouces et des étoiles sur vos applis préférés, parce que c'est vraiment la meilleure façon pour moi de faire découvrir mon travail à de nouvelles personnes. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série Invisible et surtout, on va explorer ensemble les thématiques comme le harcèlement scolaire, les dynamiques de groupe et la question du silence face à la violence. Invisible, une série fantastique qui explore le harcèlement. La série Invisible, c'est une saison courte, seulement 6 épisodes d'une durée de 45 minutes à 1 heure chacun. Vous pouvez la trouver sur Disney+ depuis le 13 décembre 2024. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une série fantastique, mais elle va bien au-delà de ça. C'est l'histoire de Capi, un jeune garçon de 12 ans qui découvre qu'il a acquis un super pouvoir d'invisibilité après un accident mystérieux qui nous sera dévoilé au cours de la saison. Sans divulgacher, je peux vous dire que ce pouvoir qu'on pourrait imaginer comme un atout devient vite le reflet de ce qu'il traverse au quotidien. La série navigue habilement entre fantastique et approche psychologique, brouillant les frontières entre imaginaire et réalité. Mais Invisible, ce n'est pas juste l'histoire d'un super pouvoir. C'est aussi celle d'un garçon plongé dans son nouveau quotidien de collégien, avec ses relations d'amitié, les dynamiques familiales et surtout, le harcèlement qu'il subit. La série ne se limite pas à décrire ces événements. Elle explore les émotions, les tensions et les silences qui entourent les personnages. Alors cette série, elle aborde plusieurs thématiques de fond. La question du harcèlement, la question des inégalités sociales et comment elles peuvent appuyer la popularité de certains jeunes au collège, des questions psychiatriques, ça on va y revenir dans la partie où je spoil, la quête d'identité à l'adolescence et l'importance de l'identification aux autres jeunes, l'importance du groupe, et puis les phénomènes de contagion groupale, la honte, la culpabilité. Un enjeu sociétal autour de la fiction. Vous vous dites sûrement « Oh non, pas une série qui traite d'un sujet aussi grave ». Oui, j'avoue que moi aussi, je sélectionne ce que je regarde car j'ai l'habitude de dire que je ne veux pas me sentir au boulot quand je regarde une série. Mais là, ça ne m'a pas du tout fait cet effet. Parler du harcèlement scolaire au travers d'une série, c'est clair que c'est s'attaquer à un sujet vraiment difficile. Et cette problématique ne concerne pas qu'une poignée de cas isolés, c'est vraiment un sujet international, je veux dire par là qu'il touche tous les pays. D'après un rapport de l'UNESCO datant de 2019, un enfant sur 3 dans le monde serait victime de harcèlement scolaire, soit 32%. Bien sûr, il y a des différences culturelles entre les pays. En Europe et en Amérique du Nord, par exemple, le harcèlement psychologique prédomine par rapport au harcèlement physique, plus fréquent dans le reste du monde. Quant au cyberharcèlement, il toucherait un enfant sur 10. En Europe, la moyenne de harcèlement, toutes formes confondues, atteint donc 25%. Et si l'on parle des formes sévères de harcèlement, elles touchent environ 5% des élèves. Il y a un consensus autour de la définition de ce qu'est une forme dite sévère de harcèlement scolaire. Il s'agit d'un harcèlement répété et intensif, subi au moins une fois par semaine. Et c'est donc cette forme sévère que subit notre héros dans Invisible, le fameux Capi.
Si on regarde en France d'un peu plus près, la première étude publiée sur le harcèlement date seulement de 2011. Dans cette enquête, le harcèlement scolaire concernait 11,7% des élèves d'écoles élémentaires et de collège, dont 5% à peu près de harcèlement sévère. Ces chiffres sont effrayants, et pourtant, ils pourraient être sous-estimés. Il n'existe pas de définition vraiment standardisée du harcèlement, ce qui rend sa mesure assez complexe. Mais ce qui ressort, c'est l'ampleur du phénomène et son impact profond, à la fois sur les enfants harcelés et sur la société dans son ensemble. Avec seulement 6 épisodes, Invisible réussit le pari de traiter ce sujet vaste et complexe. Certes, on pourrait reprocher à la série un certain manque de subtilité ou des personnages parfois un peu caricaturaux. Mais pour moi, c'est un détail car en 6 épisodes, elle parvient à capter l'essentiel et à donner vie à des thématiques universelles comme l'amitié, la quête d'identité ou les relations de groupe. C'est une série bien conçue, efficace, avec du suspense. On ne sait pas si on est du côté fantastique ou si on est du côté de la psychiatrie, et cela permet de dérouler l'intrigue sans que l'on ne s'ennuie. Les personnages sont incarnés avec toutes leurs contradictions adolescentes, les phénomènes groupaux sont bien rendus, du côté ado, mais aussi du côté adulte au sein de la communauté pédagogique. Bref, vous l'aurez compris, elle donne à réfléchir, notamment sur les enjeux de violence. Déjà pas mal, non ? Une narration efficace et immersive. La structure narrative de Invisible suit un schéma assez classique, celui du voyage du héros. Départ d'un monde ordinaire, confrontation avec des épreuves, et enfin, le retour transformé. Ce cadre fonctionne bien ici, d'autant qu'il s'inscrit dans une mise en abîme par rapport à l'univers des super-héros, dont Capi est lui-même un grand fan. Bien sûr, on retrouve certains codes classiques de Disney, c'est-à-dire un héros attachant, ses compagnons de route, des méchants très méchants, une tentative de happy end, quoique discutable, mais on y reviendra, une velléité de transmettre des orientations morales, et bien sûr des thématiques universelles comme l'amour, l'amitié et le dépassement de soi. Cependant, la série ne se contente pas de jouer sur ces clichés. Elle s'en sert pour explorer des questions beaucoup plus profondes. L'importance du groupe, la contagion émotionnelle, la culpabilité ou encore la honte. Bon, et le psy et la prof sont vraiment très idéalisés, mais comme on peut les voir parfois avec des yeux d'enfant quand on est au seuil de l'adolescence. Pourquoi regarder Invisible ? Mon avis, c'est que cette série vaut vraiment le détour. Malgré ses imperfections, elle propose une réflexion précieuse sur des enjeux de société qui nous concernent tous. Elle montre avec justesse comment le silence et les non-dits alimentent la violence, tout en explorant cette période particulière de la vie qu'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Avec Invisible, on n'est pas seulement spectateur, on est invité à réfléchir, à ressentir, et peut-être à revoir la manière dont on réagit face à certaines situations. C'est donc une série à voir pour au moins 2 points importants, la question de la communauté de déni au sein d'un groupe, on va y revenir, et la question de cet âge entre l'enfance et l'adolescence, où la magie, je le dis comme ça, a encore sa place et peut être un moyen de défense. La communauté de déni, silence et complicité face à la violence. Allez, on attaque d'emblée par ce sujet, et attention, là ça va spoiler à fond, donc si vous n'avez pas vu la série, c'est le moment de vous arrêter. Le harcèlement dans Invisible, tout le monde le voit, personne n'en parle. Dans Invisible, Capi, 12 ans, entre au collège avec les attentes pleines d'innocence d'un enfant de cet âge. Des amis, des nouveaux cours, des filles, une routine tranquille. Mais sa vie bascule rapidement lorsqu'il devient la cible d'un harcèlement progressif. Ce harcèlement est verbal, puis physique, et il s'insinue dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Il va littéralement changer sa vie, son rapport au monde, son rapport aux autres. Capi s'enferme peu à peu dans le silence, absorbé par la peur et le désespoir, rassemblant toute l'énergie qui lui reste pour affronter sa peur et tenter de devenir le héros des BD qu'il crée. Tandis que le groupe, autour de lui, choisit de détourner les yeux. Son enfermement progresse et augmente à mesure que la violence s'amplifie, que les autres se détournent de lui et que le groupe se tait. Parce que le paradoxe, c'est que tout le monde sait, tout le monde voit, mais personne ou presque ne fait rien. La série met en lumière un mécanisme psychologique et social puissant,
la loi du silence. Ce silence collectif fait que chaque membre du groupe devient complice, que ce soit par inaction, par peur ou par intérêt. Le choix de ne pas parler fait que le groupe se range de facto du côté du harceleur. Alors le truc intéressant, c'est qu'on voit les tentatives des uns et des autres pour justement tenter de faire un autre choix que celui du silence. Mais ces tentatives, in fine, restent quasi infructueuses. Comme si la mécanique du harcèlement écrasait littéralement sur son passage toute tentative de faire autrement que d'être complice en acte ou par le silence. La jeune fille, Kiri, tente plusieurs choses. Discuter avec Capi, le soutenir, dénoncer ce qui se passe aux adultes, qui sont vraiment mous, il faut le dire. Ils ne réagissent vraiment pas beaucoup. Mais voilà, Capi lui demande de ne rien faire. Puis, il lui demande tout simplement de le laisser tranquille. Kiri passe par de l'inquiétude, de l'empathie, de la compassion, mais aussi par de la colère. Clairement, elle lui en veut de ne pas réagir, et aussi d'avoir voulu disparaître pour de bon, c'est-à-dire d'avoir tenté de mettre fin à ses jours. Son ami d'enfance, Zaro, au début, est comme sidéré, et sa peur d'être lui-même victime de ce harcèlement fait qu'il se range du côté des harceleurs. Il fait le choix, entre guillemets, de la tranquillité, mais aussi des paillettes, en allant du côté des populaires et des plus forts. Le personnage de Zaro est moins développé, mais on voit à quel point il est tiraillé entre ses identifications parentales, notamment paternelles, de l'homme fort, du héros qui doit faire régner l'ordre, défendre la veuve et l'orphelin, et la réalité de son quotidien, c'est-à-dire la peur, la nécessité de trouver sa place dans ce groupe d'adolescents, la nécessité de comprendre et d'appréhender les nouvelles règles du jeu du collège. Là où je trouve que la série évite justement l'écueil de la caricature, c'est qu'elle montre à quel point les liens à cet âge sont complexes. Chacun fait face à ses propres démons, à son propre souci d'être reconnu par les autres. Quant au harceleur, on nous rappelle que lui-même a subi du harcèlement et que de rejouer ce scénario qu'il a subi est sa manière de s'en défendre. Comme si rejouer son trauma était son médicament. Ce qui n'est pas, je le précise, ce qui n'est en rien une excuse. Qu'est-ce que le déni ? Un mécanisme de défense coûteux. Je vous ai donc parlé de la loi du silence qui règne tant chez les enfants que chez les adultes pour des raisons différentes. Pour bien comprendre le mécanisme à l'œuvre, commençons par clarifier ce qu'est le déni. Le déni, si on sort de la définition du dictionnaire, c'est-à-dire le refus d'un droit légalement dû, est passé dans le langage courant pour définir quelqu'un qui refuse de voir ou d'accepter une réalité évidente. Quand on dit dans une discussion « Oh là là, lui il est trop dans le déni », ça veut dire « il se voile la face ». Être dans le déni, c'est une attitude, si je le dis de manière un peu brutale, de faiblesse ou de lâcheté qui consiste à adopter un comportement volontaire et conscient visant à cacher une réalité qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais en psychologie, le déni peut être analysé selon plusieurs perspectives, car vous savez bien qu'en psychologie, il n'y a pas qu'une seule théorie, et c'est d'ailleurs ça qui fait sa richesse, mais aussi les guerres de chapelle. Cette définition du langage courant du déni, elle est assez proche en réalité de la définition qu'en donnent les théories cognitivo-comportementales, à savoir un processus actif ou semi-conscient permettant d'éviter une situation émotionnelle inconfortable. Le déni n'est donc pas inconscient, car vous savez que dans cette théorie, l'inconscient au sens freudien n'existe pas. On pourrait plutôt rapprocher ce mécanisme de déni d'un biais cognitif ou d'une stratégie d'évitement. Mais dans la théorie psychanalytique, c'est tout à fait différent. Il s'agit pour le coup d'un mécanisme de défense inconscient. La réalité, jugée trop douloureuse ou menaçante, est rejetée pour protéger l'équilibre psychique. Et dans la théorie systémique, le déni peut être vu comme une réponse adaptative d'un système, où certains membres, ou le système dans son ensemble, nient une réalité pour maintenir un équilibre de groupe. Le déni peut donc être partagé collectivement. L'exemple typique, ce sont les familles qui sont confrontées à des secrets, des abus ou des violences.
En définitive, le déni va servir à maintenir une cohésion de groupe, souvent temporairement, mais on sait que le temporaire peut durer tout de même des années dans certaines situations. L'équilibre est donc maintenu pour retarder le moment de faire face à une réalité perturbante jusqu'à ce que le système soit prêt à l'affronter en quelque sorte. En tout cas, ce qui est commun à toutes ces théories, c'est qu'elles jugent ce mécanisme de déni utile sur le court terme bien sûr, mais très très coûteux à maintenir sur le long terme. La communauté de déni, un pacte silencieux. Maintenant que vous êtes au clair sur la question du déni, parlons un peu plus de ce qu'est la communauté de déni. Parce que c'est bien ça qui est intéressant d'examiner dans cette série. C'est comment peu à peu s'installe le harcèlement au vu et au su de tout le monde et comment tout le monde y répond par un certain silence. Comment la loi du silence se transforme en une véritable communauté de déni. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit à l'intérieur de chaque jeune. On le voit notamment avec une jeune fille avec qui Capi était amie et qui commence à s'en éloigner, à ne plus l'inviter à son anniversaire en mode « si j'éloigne le problème de ma vue, il n'existera plus ». Alors comme d'habitude, vous comprenez bien qu'ici, l'idée c'est pas d'être dans un jugement moral, c'est bien l'idée de réfléchir et de décortiquer ensemble ce qui est à l'œuvre et pourquoi ces situations, qui peuvent être dramatiques comme on le voit dans la série, se répètent sur les mêmes schémas. Pour comprendre, on peut faire appel au concept de communauté de déni qui a été développé par un psychanalyste, Michel Fin. Il est parti de ce qu'est le déni à l'échelle individuelle et a tenté de conceptualiser ce qui se passe au niveau du groupe. Pour Michel Fin, le déni n'est pas qu'une affaire individuelle. Ce mécanisme peut impliquer plusieurs personnes qui partagent un même déni, créant ainsi une forme de défense collective face à une réalité difficile à accepter. Ce mécanisme s'apparente au refus inconscient de la réalité. Vous retrouvez là ce qu'on disait tout à l'heure pour le déni qui est inconscient pour les psychanalystes. Et ce refus inconscient de la réalité, il est renforcé par des processus projectifs où le groupe externalise la menace. Ouh là là, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes histoires de processus projectifs. C'est tout simple, je vais vous expliquer. Les processus projectifs sont aussi des mécanismes inconscients. Je vous donne un exemple de processus projectif. Notre harceleur dans la série a lui-même un passé de harcelé. Quand il était plus jeune, il était montré du doigt comme un type fragile, quelqu'un d'anormal et d'un peu monstrueux. Cette partie monstrueuse et faible est insupportable à porter pour notre harceleur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va projeter sur Capi cette partie monstrueuse de lui-même, ce qui lui permet en quelque sorte de l'évacuer de sa psyché. Cela lui permet de préserver son estime de lui, d'éviter l'angoisse que représente cette partie de lui, et de ne pas prendre sa responsabilité dans le traitement de cet aspect de sa personnalité. Voilà ce que c'est qu'un processus projectif expliqué de manière simple. En clair, on délocalise à l'extérieur de soi un élément psychologique qu'on ne peut gérer à l'intérieur de soi. Et les élèves projettent sur Capi tout ce qu'ils considèrent comme faible ou monstrueux. Cette projection renforce leur rejet et vient justifier leur comportement de complicité silencieuse. Ainsi, une alliance inconsciente se scelle parmi les individus du groupe, chaque membre soutient et renforce l'autre dans son déni, et ceux qui ne respectent pas ce déni sont évacués du groupe ou eux-mêmes harcelés. Il y a refus collectif de reconnaître la gravité de ce qui se passe, de ce qui est mis en acte, avec au fond l'idée peut-être inconsciente de « c'est normal de rejeter cette partie tellement monstrueuse et de la faire souffrir ». Les actes sont ainsi banalisés. La communauté se perpétue car le silence est stabilisateur du groupe. Et ça, on le voit particulièrement bien dans la série quand la prof alerte la directrice et que celle-ci lui répond que dans son établissement, la violence et le harcèlement, ça n'existe pas. La directrice nie la vérité, elle nie les faits et elle adopte le déni pour se défendre de cette situation intolérable. Elle évite ainsi de se compromettre au niveau individuel, vu la situation sociale élevée des parents de l'agresseur, et au niveau de son établissement, elle maintient un équilibre, une façade de normalité, une homéostasie
au sein du groupe de professeurs. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi le silence est-il si puissant ? Il y a donc complicité tacite des différents membres du groupe. Chacun comprend à son niveau qu'il y a un enjeu à maintenir le fonctionnement actuel. Business as usual, on pourrait dire, ce qui évite les conflits, les remises en question profondes, l'affrontement des responsabilités individuelles et collectives. Il y a une peur partagée des conséquences à remettre en cause ce système. Et ça, on le voit bien quand la prof qui dénonce la situation parle avec l'enquêtrice de la police, elle est clairement désabusée. Elle lui dit que trouver les coupables, c'est un pis-aller, parce que elle, cette prof-là, elle perçoit bien que le harcèlement, c'est bien au-delà de 2 individus. Elle a perçu la mécanique implacable à l'œuvre de cette communauté de déni qui entérine la perpétuation de la violence. Mais pourquoi personne ne dit rien ? Ou autrement dit, pourquoi la communauté de déni est-elle si solide ? Eh bien, il y a aussi une dynamique groupale de validation réciproque et de déresponsabilisation. On nie la réalité, tout simplement. Eux, ils ont l'air de penser que ça n'est pas si grave, donc ça ne doit pas être si grave quand même. Avec un renvoi de la responsabilité collective sur l'individu seul, c'est-à-dire Capi. Il n'a qu'à se défendre, c'est de sa faute si on lui fait ça, etc., etc. En fait, quand il y a une communauté de déni, le groupe va mettre toute son énergie à préserver et construire ce récit alternatif, notamment par des rationalisations. Pourquoi ? Parce que c'est une lutte contre l'annihilation du groupe et l'angoisse que ça représente. Le déni existe comme une stratégie collective de survie du groupe. On retrouve évidemment ce phénomène dans l'inceste intrafamilial, où chacun des membres tait la réalité de l'inceste et fait comme si ça n'existait pas. Celui qui parle se vit souvent comme celui qui a détruit la famille, alors qu'en réalité, c'est l'abuseur qui détruit la famille. Celui qui parle, lui, il met à jour la communauté de déni. Bon, mais si maintenant on faisait dialoguer cette théorie psychanalytique avec la théorie cognitivo-comportementale. Dans cette théorie, vous vous rappelez, le déni n'est pas inconscient. Les membres du groupe vont s'appuyer sur des biais cognitifs, comme le fameux biais de confirmation. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des informations qui renforcent leurs propres croyances, en l'occurrence ici le déni. On est typiquement dans le cas de un tel qui est populaire, donc reconnu et charismatique, dit que finalement c'est pas si grave, en fait il est juste un peu fragile le Capi, il est juste trop sensible. Donc ça va venir confirmer ce que je pensais, c'est pas si grave finalement. Et puis il y a le biais de conformité sociale. En d'autres termes, on pourrait parler d'identification au pair, P-A-I-R-S. C'est le fait de s'aligner sur les croyances du groupe pour ne pas être exclu ou ostracisé. Et on sait à quel point à l'adolescence, ces identifications, le fait de trouver sa place dans le groupe, d'appartenir à une communauté, au moment où on se détache justement des identifications parentales et familiales, est importante. Donc le groupe se maintient grâce à une cohésion, disons, idéologique et bien sûr grâce à la peur. La peur d'être soi-même repéré comme un gros naze et d'être harcelé, et enfin d'être marginalisé. Chaque individu évite la dissonance cognitive de faire face à une vérité qui contredit leur comportement ou leurs valeurs. Ici, il y a fort à parier que si on interrogeait chaque élève, ils conviendraient tous du fait que la violence n'est pas une de leurs valeurs, bien au contraire. Donc, ils choisissent ce déni pour réduire l'inconfort psychologique que cette dissonance produit chez eux. Bon, et puis on aurait aussi pu faire appel à l'apport de la psychologie sociale, avec les questions de conformité, de pression sociale normative, ce qui est très bien montré dans la série au travers du jeu des réseaux sociaux qui accélère la marginalisation de Capi. On voit aussi comment cette pression groupale mène à la radicalisation du groupe de harceleurs, de plus en plus violents, et à la radicalisation du groupe témoin dans le silence. Chacun réprime ses doutes, favorisant un consensus illusoire sur le déni. Au fond, pourquoi parler maintenant plus qu'avant ? Harcèlement et émotion, les impacts psychologiques sur les victimes et les témoins.
La cascade émotionnelle chez la victime, de la honte au désespoir. Le parcours émotionnel de Capi dans Invisible est un miroir poignant des sentiments que peuvent vivre ces enfants harcelés. Capi, c'est un gamin plutôt introverti. Il n'a pas d'antécédents ou de problématiques particulières apparemment. Il semble vivre dans une famille unie avec sa petite sœur et ses parents. Alors certes, les parents ont l'air de travailler beaucoup, d'être un peu absents, de ne pas trop se soucier de lui, car au fond c'est un ado pour qui tout roule, vu qu'il ramène des 20 sur 20, pensent les parents. Au niveau émotionnel, tout commence par un mélange de surprise et d'incrédulité. Pourquoi moi ? Une question que beaucoup de victimes se posent. Et puis le doute, la confusion. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde ? Pourquoi je ne suis pas normale ? Mais cette incompréhension initiale laisse rapidement place à des émotions plus sombres. La honte est omniprésente, exacerbée par les humiliations publiques. Par exemple, quand on le voit devant les casiers ou quand on le voit se bagarrer avec le harceleur. Elle pousse Capi d'abord à tenter de contre-attaquer, puis à se replier sur lui-même, coupant peu à peu les ponts avec ses amis et sa famille. Puis vient la culpabilité, souvent alimentée par l'idée que la victime a provoqué entre guillemets le harcèlement ou qu'elle mérite ce qui lui arrive avec un fort sentiment de dévalorisation. Finalement, le désespoir prend le dessus, rendant chaque journée de plus en plus insupportable. Dans la série, cette progression est bien illustrée par les crises d'angoisse de Capi, le fait qu'il anticipe les jours de collège et puis qu'il anticipe tout simplement de se faire agresser. Il a peur, il est même terrorisé. Dans la série, il y a même l'idée d'un mécanisme proche du syndrome de stress post-traumatique. La colère et l'injustice cèdent place à la tristesse et au désespoir. Peu à peu, son isolement augmente et son désir croissant de disparaître, d'utiliser son fameux pouvoir d'invisibilité, s'affirme pour échapper à la souffrance. Ce repli sur soi est un mécanisme fréquent chez les enfants harcelés, souvent aggravé par la peur d'être jugé ou de ne pas être cru. Clairement, Capi veut que tout ça se termine. Mais s'il ne va plus à l'école, il sera obligé de dire ce qui se passe. Or, c'est impossible de dire. Donc pour faire cesser tout cela, il décide d'aller vers une méthode radicale. Disparaître, être invisible pour toujours, un équivalent suicidaire donc. Pourquoi les victimes ne parlent-elles pas ? La question qu'on peut se poser de l'extérieur comme ça, quand on ne mesure pas vraiment la mécanique complexe à l'œuvre dans un harcèlement, c'est pourquoi Capi ne parle pas. On l'a vu, il tente d'abord de se défendre et de contre-attaquer en répondant lors d'une bagarre et en tentant de faire son sandwich empoisonné à la mort au rat. Mais voilà, quand on n'est pas soi-même psychopathe, exercer la violence sur autrui, cela a un coût. Cela transforme une personne. Et Capi, au dernier moment, décide de sauver son agresseur et de préserver sa propre intégrité. La série met en lumière plusieurs raisons qui expliquent pourquoi Capi choisit de garder le silence. Tout d'abord, la peur de ne pas être crue. Les victimes redoutent que leurs paroles soient minimisées ou ignorées, comme c'est le cas dans la série avec les professeurs ou la directrice. Cette peur est bien sûr exacerbée par l'existence de la communauté de déni qui l'entoure. Dire la vérité reviendrait, comme on l'a vu, à briser cet équilibre collectif, avec toutes les conséquences sociales et émotionnelles que cela implique. Il peut penser qu'il sera encore plus montré du doigt, qu'il perdra ses amis, qu'il décevra ses parents, et que sa vie ne sera plus jamais comme avant. Hop, attendez, arrêtons-nous 2 minutes. Mais sa vie là, elle est déjà plus comme avant. Ce qu'il vit, c'est un véritable cauchemar. Capi va choisir le silence aussi à cause de la honte. Il veut régler ça tout seul, comme un homme, si je le dis comme ça. Et il y a l'idée que demander de l'aide, ça serait comme un aveu de faiblesse, ça serait s'exposer. Il a honte de demander de l'aide, peur de décevoir. Un des moments les plus marquants de la série, c'est quand Capi exprime cette vérité brutale. La honte est pire que la douleur. Cette phrase, elle résume bien l'impact psychologique du harcèlement, où la souffrance physique ou verbale est amplifiée par l'humiliation et le sentiment de rejet et d'ostracisation. Et puis enfin, il y a aussi la peur des représailles qui incite au silence. Rompre le silence expose la victime à des risques de représailles de la part du harceleur ou du groupe.
Et ça, on le voit bien dans la série quand la prof affronte l'agresseur et que celui-ci fait jouer ses parents et leur position sociale élevée. Il lui dit qu'il est intouchable et sous-entend que même en mettant à jour cette situation de harcèlement, il y aura pour lui une impunité totale. Les témoins entre culpabilité et adhésion au groupe. La série explore aussi les émotions contradictoires vécues par les témoins du harcèlement à travers les personnages comme Zaro et Kiri. Je trouve que ça vient vraiment enrichir l'arc narratif et ça aide à faire comprendre à quelqu'un qui ne connaîtrait rien au harcèlement comment celui-ci provoque à la fois dégoût et peur et met les témoins dans une situation de choix impossible. Pour les témoins, les complices silencieux, c'est la question de pourquoi parler maintenant plus qu'avant. Zaro ou la tentation de la conformité. Et ça, on le voit bien chez l'ami de Capi, Zaro, qui est d'abord sidéré, puis gère son conflit de valeurs en choisissant l'adhésion d'abord totale au groupe du harceleur, qu'il pourra ensuite remettre en question. Cette adhésion au groupe du harceleur, elle est d'autant plus facile que finalement l'invisibilité de Capi et son comportement amènent à des pensées du type « il ne veut pas d'aide, c'est de sa faute, il est faible, il a qu'à se débrouiller, etc. etc. » Plus Capi s'invisibilise, moins Zaro voit son conflit intérieur de valeurs, ou dit autrement, plus il choisit de l'ignorer, et plus son choix d'aller auprès du groupe de populaires, le groupe du harceleur, est renforcé. Mais voilà, mettre la poussière sous le tapis, même au niveau psychique, ça ne marche pas vraiment. Donc Zaro, il est d'abord rattrapé par de la culpabilité, puis par de la honte, puis de la colère contre l'agresseur, jusqu'à réaliser que lui aussi, il est peut-être en partie agresseur. On pourrait donc dire que son choix est motivé par, d'une part, la peur de devenir lui-même une cible, et d'autre part par son désir de popularité et d'appartenance au groupe des forts. Plus les épisodes avancent, et plus il est tiraillé entre ses valeurs et son besoin d'intégration sociale. Kiri, la voix de l'empathie et de la colère. Kiri, elle, représente une autre facette du groupe des témoins. Elle tente d'aider Capi en discutant avec lui, en alertant les adultes et en refusant de fermer les yeux. Mais tous ses efforts se heurtent au refus de Capi qui lui demande de le laisser tranquille. Et puis elle se heurte aussi à la communauté de déni qui touche également les adultes. La loi du silence semble plus forte que tout, et Kiri balance entre inquiétude et compassion pour Capi, et puis une sorte de colère face à son silence qu'elle perçoit comme une forme d'abandon. Et puis c'est la frustration, parce que ses tentatives d'intervention restent vaines face à la mécanique implacable du harcèlement. On la voit se déprimer peu à peu, mais elle continue à essayer d'éveiller les consciences autour d'elle et à amener un élan de collaboration dans le groupe témoin qui fera sauter cette communauté de déni de manière collective. Ce ressort, je trouve, est vraiment intéressant et important, parce qu'il souligne que sortir d'une dynamique de harcèlement, ce n'est pas juste l'affaire de deux personnes, l'agresseur et la victime. Non, c'est le problème du groupe social, et à ce titre, chacun a son rôle à jouer. Le rôle de l'imaginaire, un refuge face à la violence. Un des aspects intéressants dans Invisible, c'est bien sûr l'utilisation du fantastique comme métaphore psychologique. L'invisibilité de Capi représente non seulement son isolement, mais aussi son refus de faire face à la réalité. Cette dimension fantastique, loin d'être anodine, fait écho à l'âge de transition entre l'enfance et l'adolescence. On voit bien dans la série le travail du psy, à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan d'une prise de conscience de la réalité pour Capi et de la place de son imaginaire. Et c'est là, je trouve, que la métaphore autour du fantastique fonctionne à 100%. D'une part parce qu'elle permet de matérialiser les peurs, et d'autre part parce qu'elle permet de parler de tout ce que Capi essaye de mettre en place pour s'en sortir, tous ses mécanismes de défense. Et puis le côté fantastique, je ne sais pas si les scénaristes l'ont fait exprès, mais ça a beaucoup résonné pour moi en tout cas. Ça relate bien comment, à cet âge de début de l'adolescence, l'imaginaire est encore vif et permet de s'échapper. On est là encore dans un entre-deux, et ça n'est pas pathologique de croire encore à des choses imaginaires. L'imaginaire reste un refuge puissant, une manière d'échapper à la douleur et de se construire des outils pour survivre. Ainsi, on peut encore à cet âge avoir un pied dans un monde de fantaisie,
même si au fond de soi, on sait bien que le chemin vers l'âge adulte, c'est de créer une barrière claire entre la réalité et l'imaginaire. Alors bien sûr, rien n'empêchera Capi de sublimer peut-être, et pour lui de devenir auteur de BD plus tard. Cependant, la série montre bien que ces mécanismes de défense ne suffisent pas à long terme. La frontière entre imaginaire et réalité doit être construite ou reconstruite pour avancer. Bon, et pour les psys ou les futurs psys, vous pouvez voir aussi comment d'un point de vue diagnostique, c'est hyper difficile parfois de faire la part des choses entre un jeune qui n'est plus dans la réalité suite à un trauma. Est-ce que c'est un mécanisme de défense ? Est-ce qu'on est dans une dépression mélancolique ? Ou est-ce qu'on est dans un début de psychose si je le dis vite ? Autre petit clin d'œil assez sympa, la série nous fait voir par les yeux de Capi sa projection du couple parental idéal entre la prof et le psy. Les questions qui dérangent et réflexions sur la responsabilité. Les parents, acteurs du silence ou simples spectateurs ? Les parents de Capi sont aimants et présents à leur manière, mais ils semblent totalement à côté de la plaque concernant ce que traverse leur fils. Je ne sais pas vous, mais je serais plutôt d'avis de dire qu'ils sont noyés dans leur quotidien et passent leur vie dans du métro-boulot-dodo, ce qui fait qu'ils ne voient rien. Ils pensent que leur fils va bien car il ramène des bonnes notes. Bon, alors quand même à un moment la prof dit que Capi a des notes qui baissent. Alors peut-être que ça aurait pu alerter les parents. Mais ne sait-on jamais, on peut imaginer que Capi cachait tout simplement ses résultats en baisse à ses parents. La première question qui dérange, c'est donc est-ce que les parents ne font pas eux aussi partie de la communauté de déni ? Eh bien j'aurais tendance à répondre par la négative à cette question. On voit des parents qui se questionnent et qui s'en veulent de ne pas avoir vu, et qui sont présents auprès de leur fils après dans le quotidien, à l'hôpital, pour les entretiens psy, etc. Dans la réalité clinique, les parents tombent souvent de haut quand ils apprennent l'ampleur du harcèlement qu'a subi leur enfant, avec toute la culpabilité que ça peut amener. Et dans des situations de harcèlement scolaire, les parents sont rarement inclus dans la communauté de déni, à moins qu'il y ait des situations de perversion. Le cas typique où des parents peuvent faire partie de cette communauté de déni, c'est plutôt les situations d'abus ou de violence intrafamiliale. La double peine des harcelés qui doivent changer de collège. Alors malgré la tentative de fin à la Disney type Happy End, qui ne me convainc pas du tout je dois dire, finalement on pourrait dire que les harceleurs s'en sortent vraiment bien. Le parti pris de la série, c'est de nous montrer un harceleur qui est pris dans un engrenage, qui ne sait plus comment tout arrêter sans perdre son statut, et dont la conséquence de ses actes le dépasse. Le côté pas très crédible, c'est, chez l'agresseur, à la fois le versant « aidez-moi, tout cela me dépasse » et le versant hyper menaçant, avec une certaine jouissance quand même, qu'il met en œuvre tout au long de l'histoire, même avec sa petite amie. Alors peut-être que si on était vraiment dans une vision un peu tordue, on pourrait se dire qu'au moment de la sortie scolaire, là, quand il demande de l'aide à la prof, c'est une tentative de manipulation, parce qu'il est désespéré de se faire découvrir. Mais je ne pense pas que les scénaristes voulaient dire ça. J'ai plus l'impression qu'ils veulent nous vendre un méchant très méchant, mais pas trop quand même. On retrouve là le « en même temps » typique de notre époque, que notre cher président incarne à la perfection. Et je dois dire que ça ne le rend pas très crédible. Je ne crois pas au fait qu'il aille menacer sa petite amie et que 2 minutes plus tard, il aille se dénoncer. Mais c'est peut-être une déformation professionnelle, je vous laisse juge. Bon, en tout cas, la série se finit sans que nous ne connaissions les sanctions, et s'il y en a. Certes, la communauté de déni a été rompue, notamment grâce à Kiri, qui trouve là enfin une voie solide pour percer l'abcès, tout simplement car on ne peut plus ne plus voir avec tout l'appareil policier et judiciaire qui s'est mis en place. Mais dans la réalité, c'est souvent la double peine. Il n'y a pas vraiment d'enquête comme dans la série, ou en tout cas d'enquête policière, et on identifie les agresseurs, certes, avec parfois des exclusions temporaires ou définitives, mais souvent l'enfant ou l'ado victime est amené à changer de collège. Et puis il y a tout de même les 2 autres harceleurs de la bande qui s'en sortent sans rien, ou en tout cas on peut le supposer. Auront-ils des remords ? Auront-ils des regrets ? Y aura-t-il des excuses ? Peut-on être assuré qu'ils ne recommenceront pas ?
Et là, c'est vrai que je rejoins l'avis de la prof qui est un peu désabusée quant à la justice et quand elle parle à l'enquêtrice. Oui, on sait qui ils sont, mais la responsabilité, comme on l'a vu, est partagée et transversale. Alors faut-il être désabusé par leur impunité ? Comment fait-on en tant que communauté et société pour traiter cela ? Juger et accuser un individu, c'est une chose, mais mesurer les implications de chacun, les petits gestes, les silences anodins, toute cette somme de petites choses qui ont amené au drame, comment faire avec ça ? Il me semble qu'Hannah Arendt peut nous aider à réfléchir à ces questions avec son concept de la banalité du mal dans le livre Eichmann à Jérusalem. Elle y explore le procès d'Adolf Eichmann, un fonctionnaire nazi, et met en lumière son rôle dans la Shoah, non pas comme un monstre idéologique, mais comme un homme ordinaire qui a obéi aveuglément aux ordres et à la logique bureaucratique. Arendt y développe le concept de banalité du mal, c'est-à-dire que les pires atrocités peuvent être commises non par haine ou cruauté, mais par conformisme, par absence de réflexion morale et par obéissance, une obéissance routinière en quelque sorte. Répondre à la violence par la violence, une impasse ? On voit bien à quel point la professeure est tiraillée par ses propres fantômes et les traces du traumatisme qu'a laissé son propre harcèlement. Elle a en partie réussi à le surmonter, notamment en prenant un rôle de guide dans ses cours, d'ouverture des esprits et en amenant ses élèves à réfléchir et à cultiver leur esprit critique. Mais elle fait face à son dragon intérieur, sa propre violence, sa propre volonté de répondre coup pour coup. Sa douleur de voir l'impensable se reproduire encore et de nouveau, d'être la seule à voir et à vouloir faire. Ce qu'elle est tentée de faire quand elle sort Manu Militari, le harceleur de son cours. Cela soulève bien des questions et des dilemmes, notamment éthiques. Parce que répondre à la violence par la violence, c'est un peu ce que le harceleur fait finalement. Il répond à la violence subie de son propre harcèlement, par la violence qu'il fait subir, et on voit que ça mène à une véritable escalade. L'autre point, et on le voit bien avec Zaro, c'est qu'à moins d'avoir un fonctionnement froid et complètement psychopathique, agir de la violence sur autrui, ça transforme. C'est un peu l'histoire de la création des Horcruxes dans Harry Potter. Exercer la violence, ça transforme un individu, ça le brise en quelque sorte. Et de cette fêlure naissent des conflits internes. J'ai le droit et je suis légitime versus faire souffrir l'autre comme j'ai pu souffrir ne fait-il pas de moi un agresseur ? Jusqu'où va la légitime défense dans ces cas-là ? On voit bien toute la complexité du passage de victime à agresseur et comment les rationalisations du type « j'ai le droit d'outrepasser les règles humaines parce que quelqu'un les a transgressées sur moi » peuvent mener à la barbarie. Alors face à la loi du plus fort, que faire ? Comment peut-on faire exister le modèle de la coopération ? Je laisse toutes ces questions à votre réflexion. Responsabilité et déni, où commence la prise de conscience ? Une des questions centrales soulevées par la série, c'est celle de la responsabilité dans un contexte de déni collectif. Là encore une question difficile parce que si on reprend la définition psychanalytique du déni, le déni il est inconscient. On peut donc légitimement se demander comment faire pour s'en rendre compte, vu que c'est inconscient. Autrement dit, comment faire passer ce déni à notre conscience pour ensuite pouvoir agir et prendre notre responsabilité. La réponse, elle réside dans la manière dont les mots et les actions permettent de transformer ce déni. Capi, par exemple, hésite longtemps à parler. Il craint de détruire le groupe ou de décevoir ses proches, mais il finit par comprendre que le silence ne fait qu'aggraver sa souffrance. Et c'est aussi tout le travail de digestion et de renarration de son histoire avec le psy qui l'aide à prendre conscience. C'est aussi pour cela que les mots sont importants. Par exemple, être dans une posture de victime ou être dans un positionnement de victime, ça n'est pas pareil. Dans un cas, la posture, on est enfermé de manière rigide dans un rôle de victime, alors que dans l'autre, le positionnement évoque plus une réaction dynamique face à une situation et donc la possibilité d'une évolution. Là encore, le rôle des autres sera déterminant. Le rôle de l'autre dans la réalité, mais aussi dans l'imaginaire collectif, son rôle symbolique. Que ce soit les amis, les professeurs, les parents, les institutions, les psys, etc., etc.
Et pour moi, il s'agit vraiment d'une réflexion plus globale à avoir sur les limites de manière collective. Comment l'éducation pose des limites aux enfants ? Comment chaque adulte est capable, notamment par l'ouverture sur la culture, de s'auto-limiter et de vivre avec autrui ? Ce qui veut dire être ouvert sur l'altérité et pouvoir ressentir un minimum d'empathie. Alors oui, il y aura toujours des cas pathologiques, il y aura toujours des psychopathes. Mais dans une société saine, le traitement de ces personnes sera sage et, on l'espère, étayé par une réflexion globale et dans l'idéal impliquerait un mélange d'approches éducatives, judiciaires, médico-psychologiques pour prévenir les récidives et soutenir les victimes. Bon, et si besoin, je le redis tout de même, le déni n'annule pas la responsabilité. Il peut expliquer certains comportements, mais ne les excuse pas. Et c'est bien le cheminement que l'on pourra faire grâce à la culture, mais aussi aux individus, et là je pense aux psys, qui fera que le déni pourra se transformer. Conclusion, harcèlement scolaire, une prise de conscience collective est nécessaire. Dans cet épisode, nous avons exploré ensemble les thématiques abordées par la série Invisible. Le harcèlement scolaire, les dynamiques de groupe et la communauté de déni. Ces sujets, bien que traités dans une œuvre de fiction, résonnent profondément avec la réalité que vivent de nombreux enfants et adolescents aujourd'hui. Le harcèlement, ça n'est pas un rite de passage, c'est un dysfonctionnement individuel et social qui laisse des marques durables. Comme le montrent les études, un enfant harcelé en primaire court 4 fois plus de risques de faire une tentative de suicide à l'adolescence. Les impacts sont durables sur la santé mentale, sur le bien-être. Et puis, être harcelé au cours de son enfance et de son adolescence, ça augmente le risque de développer une dépression à l'âge adulte. Alors bien sûr, je vous mettrai toutes les références des études que je cite dans l'article de blog lié au podcast. En définitive, il n'y a pas de réponse simple à la prévention de ce type de comportement. Et il est nécessaire de mener une réflexion globale bien au-delà de l'école. Invisible nous invite à réfléchir aux responsabilités partagées, au silence complice et aux mécanismes qui permettent à la violence de perdurer. À travers Capi et les autres personnages, la série met en lumière la nécessité d'un changement collectif, que ce soit dans nos écoles, nos familles ou nos institutions. Le message clé que je retiens et que je souhaiterais partager avec vous, il est simple. Le silence et le déni ne sont pas des solutions. Nous avons tous un rôle à jouer pour reconnaître, prévenir et agir face au harcèlement. Que vous soyez parents, enseignants, amis, simplement témoins, votre parole et vos actions peuvent vraiment faire la différence. Et puis pour ce qui concerne la série elle-même, vous l'aurez compris, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup d'être regardée. On lui pardonne son côté caricatural et ses imperfections, car elle a le mérite de mettre au devant de la scène un sujet qui n'est pas simple à traiter, tout en faisant ressentir au spectateur la cascade d'émotions qui traversent les différents personnages. Je suis bien sûr curieuse d'avoir vos retours sur cette série, ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.